nouvelle ère s'ouvre sur Espace TV Europe. Préparez-vous à réveiller vos matins avec énergie, bonne humeur et authenticité. Aïssa Thiam, l'animatrice de renom, retrouvez-la chaque matin pour une matinale exceptionnelle. Infos, débats, invités, musique et surprises au rendez-vous. Les matins d'Aïssa sur Espace. Nous y sommes avec une collègue, Stéphine Zaba, que nous accueillons toujours avec beaucoup de plaisir. Stéphine Zaba, journaliste et comédienne en doublage. Elle est investie dans le tissu associatif de sa ville de cœur, sa ville de résidence, Sarcelles. Elle est aussi la vice-présidente du CESEL. Merci oui. Stéphine. C'est le Conseil économique, social, environnemental et local et présidente de la commission aménagement du territoire et développement durable, référente du quartier Gide Saint-Saëns. Merci Stéphine, membre du comité des femmes citoyennes et référente des commémorations. Elle cumule aussi d'autres casquettes, notamment au sein de cette représentation de la CNL, la Confédération nationale de logement. Dis donc, ça fait beaucoup de casquettes. Comment tu trouves du temps pour t'occuper des tiens, Stéphine? Bienvenue, comment ça va? Bienvenue, merci à toi de me recevoir. Vraiment, ça fait plaisir de te voir. Ça fait longtemps. On va se tutoyer, parce que nous, on se connaît depuis longtemps. Si, c'est voilà. Oui. Écoute, j'essaye de m'organiser au mieux. Et puis, il faut avoir quand même... J'ai la chance d'avoir quelqu'un qui comprend mes ambitions, on va dire. Voilà. C'est important de le dire ça, parce qu'on oublie souvent. C'est vrai que souvent, même quand on regarde un peu sur les réseaux sociaux, on est là en train de se titiller, les hommes, les femmes, etc. Et c'est important de dire quand on a une personne qui nous accompagne, qui nous encourage, de se dire, j'ai la chance d'avoir ça. Oui, c'est très important. Je pense que si j'avais pas eu un mari comme j'ai, ça allait être très compliqué parce que j'ai 2 filles, je cumule plusieurs casquettes, je sors là samedi d'un travail de metteur en scène. C'est ma première sur un spectacle qui s'appelait Voix des femmes et qui a très bien fonctionné sur Sarcelles. Tout ça, il faut du temps et il faut et il faut donc quelqu'un à vos côtés pour vous comprendre. C'est très très important. Vraiment vous comprendre, sincèrement, pas quelqu'un qui va être d'accord sur le fait et puis après sur le fond c'est autre chose. Et du coup de pouvoir s'investir pleinement dans ces projets. On sait que quand on sort de la maison, on pense, on est à fond dans ce qu'on aime. Oui. Surtout que tu es une passionnée en fait dans tout ce que tu fais. Et cet engagement à travers toutes ces associations. Alors il y a plein de casquettes que tu as. Alors un attachement surtout à ta ville de Sarcelles. Oui. Et c'est pour ça que tu as décidé de t'investir. Tu nous racontes un petit peu le rapport que tu as à cette ville? Alors moi je suis arrivée en 2008 parce que j'ai rejoint mon mari, sinon je suis parisienne, née à Paris dans le 20e arrondissement, donc je suis partie à l'âge de 26 ans et depuis je suis une vraie Sarcelloise de cœur. J'ai mis du temps quand même à adhérer à tout ce qui est association. Ouais. Mais c'est une rencontre en fait qui m'a permis de pouvoir rentrer dans ce tissu social et de ne plus vraiment en sortir. J'ai un ami qui s'appelle Jérôme Perronnet qui m'a dit écoute Stéphine, si tu veux... Qui est élu? Lui, il était directeur de cabinet de la ville et puis il est parti. D'accord. Mais qui m'a fait comprendre en fait qu'il fallait que je sois un peu partout. Voilà, alors que moi, je n'aimais pas trop ça. J'aimais bien être un peu plus discrète. Et il m'a dit non, je vois en toi d'autres ambitions. Donc, il faut que tu sois un peu partout et que tu comprennes en fait ce que c'est que l'associatif pour pouvoir aider les gens et peut-être après faire autre chose. Alors, qu'est-ce que tu fais au sein du Conseil économique, social, environnemental et local de Sarcelles? Alors ça, c'est très, très, on va dire, très vraiment cadré. C'est tout ce qui est projet de la ville. D'accord. Alors, par exemple, les routes. Ouais. Les parkings qui sont quand même assez insuffisants sur la ville, mais on essaye de trouver des solutions. Ça peut être les logements. Voilà, c'est vraiment des trucs très, très, très sérieux qui permettent en fait de trouver des solutions aux problèmes et d'améliorer la vie des Sarcellois. En fait, des Sarcellois. Référente du quartier Gide Saint-Saëns. Alors, c'est pareil aussi. On améliore le quotidien de la vie des habitants de ce quartier. Donc on est en relation donc avec la mairie, avec les bailleurs. D'accord. C'est faire le lien en fait entre les populations et l'administration. Voilà, c'est ça. Exactement. Remonter les doléances et faire au mieux. Voilà.
Alors, membre du comité des femmes citoyennes et référente des commémorations. Oui, alors ça, là maintenant, on rentre dans le vif du sujet parce que ça, c'est les femmes. Et donc ça, j'y ai adhéré après le Covid. Et là, c'était dans le but, en fait, de redonner la place à la femme dans l'espace public. D'accord. Alors, on sait que les femmes ont encore des difficultés à émerger déjà. Et donc, il fallait les aider et trouver des projets pour qu'elles puissent vraiment se sentir à l'aise dans la ville et se sentir utiles aussi. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a un large brassage culturel à Sarcelles. C'est une ville où il y a pas mal de particularités, mais positives. Et il y a également au sein de l'état d'esprit, en tout cas des personnes qui dirigent cette ville, une ouverture sociale, où il y a beaucoup d'actions sociales qui sont menées à Sarcelles. Oui, énormément. Tu nous racontes un peu qu'on essaie de comprendre un petit peu cette ville avec toutes ses particularités communautaires et culturelles. Oui, alors Sarcelles, c'est cosmopolite, c'est plus de 70 communautés. Wow. Et chacune travaille ardemment, c'est-à-dire que vous avez des projets pour les femmes, vous avez des projets un peu plus communautaires, mais en fait, par exemple, je vais donner l'exemple de Mayotte, quand il y a eu ce qui s'est passé à Mayotte, il y a eu une énorme mobilisation. Déjà, Sarcelles a décaissé des fonds pour pouvoir aider Mayotte, mais il y a aussi eu des manifestations. Voilà, à Sarcelles, on est très très intéressé par l'être humain, ouais. Par aussi sa communauté, mais on n'est pas aussi communautaire que les gens le pensent. C'est-à-dire, on vit en communauté, mais en même temps, on vit tous ensemble. C'est ça qui est très important. C'est qu'il y a énormément de communautés, énormément de religions différentes qui se côtoient. Ouais. Et honnêtement, il n'y a pas de problème. Les gens sont venus. Moi, j'ai présenté, et je remercie le maire Patrick Haddad, la projection. Alors là, il en est à son premier mandat. Ah, c'est le premier ? Oui, c'est son tout premier mandat, vraiment, où il a été élu. 2026 arrive, donc on verra pour la suite. Ouais. Mais il m'a permis en fait de présenter une projection de film qui était la première sur Sarcelles et qui était le dernier des Juifs. Alors quand même, présenter ça, c'était pour moi quelque chose, c'était un honneur. Ouais. Et on a vu à ce moment-là le brassage de culture. Et Envoyé spécial est venu pour faire un reportage, pour un peu, voilà, on est dans les médias, donc tu sais ce que c'est. Ouais. C'était un peu pour prendre le pouls et savoir quelle était la situation à Sarcelles par rapport au conflit israélo-palestinien. Mais nous, à Sarcelles, je veux dire, on vit ce conflit-là. On sait qu'il existe, mais il n'est pas ancré à Sarcelles. Alors, c'est vrai que pour les personnes de l'extérieur, lorsqu'on dit Sarcelles, ça peut faire peur à certains, ceux qui ne connaissent pas, bien sûr. Moi, je connais parce que j'y ai grandi, j'y avais de la famille, j'y allais quand j'étais enfant. Je sais que c'est une ville populaire avec le fameux marché de Sarcelles, ces quartiers populaires et ce brassage. Quel est le regard que tu portes justement sur ça ? Est-ce que c'est aussi une des actions importantes de casser cette image de Sarcelles, ville ghetto. Alors déjà, Sarcelles a énormément changé parce que le maire Patrick Haddad a fait en sorte que beaucoup de choses changent. Lui-même, il est né à Sarcelles, c'est un enfant de Sarcelles. D'accord. Donc, et en plus, c'est un enfant du quartier où j'habite. Voilà, donc c'est pour dire, il est vraiment ancré, c'est pas quelqu'un qui est arrivé et qui s'est dit, bon, maintenant, je suis un élu et je vais... Non, il connaît la ville. Et donc, il y a énormément de travaux qui sont en cours. Les flanades sont refaits. Pas encore terminé, mais tout est refait pour le moment. Et il y a beaucoup de réhabilitations qui se font. Donc la ville est vraiment en train de changer. Il y a un nouveau visage. Après, il y a une jeunesse qui s'investit. Et le maire a compris qu'il fallait aussi laisser travailler cette jeunesse pour pouvoir donner une autre image de la ville aussi. Ça, c'est très important. Alors, on connaît toutes ces problématiques de mal logement dans nos quartiers. C'est le cas de toutes les villes alentours. Et puis, c'est vrai que, du coup, Sarcelles se trouve un peu à un carrefour parce que on est entre la banlieue, la petite couronne. C'est quand même bien placé, bien desservi. Alors, tu es représentante de la Confédération nationale du logement. Alors, qu'en est-il de la question du logement à Sarcelles ? Alors à Sarcelles, les logements sont tous pourvus. Beaucoup de gens veulent justement habiter à Sarcelles parce que c'est beaucoup plus facile d'accéder à Paris. On est à 12 minutes. Il y a énormément de travaux, donc la ville est en changement. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, acquérir un logement à Sarcelles, c'est pas évident. Et nous, ce qu'on fait avec la Confédération nationale du logement, c'est déjà d'essayer de faire en sorte que les gens qui sont sur Sarcelles soient bien logés, que les bailleurs puissent prendre leurs responsabilités, c'est-à-dire faire des travaux s'ils doivent en faire, respecter en tout cas leurs droits avant de vouloir aussi que les locataires fassent les leurs. Voilà.
Alors, accompagner les femmes, c'est aussi ce que tu fais à travers ta plume, puisque tu es journaliste tu es en freelance pour différents magazines depuis des années pour Amina, pour Diva et d'autres supports. Pourquoi c'est important pour toi de raconter les femmes, promouvoir les femmes à travers ta passion et ton travail de journaliste? Parce que j'en suis une et à un moment, je pense que ce qu'on m'a donné, il faut aussi le rendre. Donc je suis un peu comme ça. On m'a aidée et donc je pense qu'il faut aussi que j'aide et je me sens utile en aidant les autres, sincèrement. Donc c'est pour ça que j'aime parler de la femme, j'aime mettre la femme en lumière. Bon, je précise qu'aujourd'hui Amina a quand même un peu aussi de page pour les hommes, donc il y en a aussi pour les hommes, mais c'est vrai que en majorité c'est la femme et même quand je suis au sein du comité, c'est la femme qui doit rayonner. C'est très important. Alors, Amina, que tout le monde connaît, c'est le magazine de référence, que ce soit ici ou là-bas. On a tous un magazine Amina qui est dans un placard depuis soit des années. Mais il y a eu un nouveau souffle, il y a eu une nouvelle direction, un changement. Et puis avec l'évolution de la presse, parce qu'on lit moins aujourd'hui, on n'est plus sur les réseaux sociaux. Où en est Amina aujourd'hui, en gros? Alors, Amina a énormément changé. Après, il y a beaucoup de journalistes qui sont restés, d'autres qui sont partis. On est toujours en train de se structurer au niveau du site internet parce qu'il y a énormément de choses à faire. On prend le pouls en sachant que les réseaux sociaux, c'est la force des médias aujourd'hui. Mais Amina a encore de très longs jours, beaux jours devant. Ça existe depuis combien de temps? Depuis 1970. Ah ouais, c'est le papa, Michel de Breteuil, qui avait mis Amina en place. Moi, j'ai commencé à travailler quand Michel était encore là. Il est décédé en 2018 et sa fille après a repris le flambeau, mais elle était déjà là depuis longtemps. Nathalie de Breteuil, que nous saluons. Oui. Alors, tu travailles pour d'autres magazines connus, Diva, Black Beauty, Diaspora News. Où est-ce qu'on trouve le temps pour écrire pour tous ces magazines? Alors, quand il y a eu le Covid, j'ai un peu mis en stand-by parce que j'avais envie en fait de réfléchir. Je suis revenue à Amina et à Diva. Black Beauty, pour le moment, est aussi en restructuration. Donc, je me suis d'abord concentrée sur Amina et Diva. Mais c'est vrai qu'avant, quand j'enchaînais, parce qu'il y avait aussi Yaya Magazine, il y avait beaucoup d'autres magazines, en fait, je me concentrais, c'est une organisation tout simplement. J'avais pas le choix. Et puis j'aime ça, donc il fallait que je m'organise. J'aime bien travailler la nuit, quand les enfants dorment. Ok, très bien. J'ai peut-être moins d'heures de sommeil, mais moi j'aime bien. À ce moment-là, tout est beaucoup plus calme et ça me permet de réfléchir et de voir les choses autrement. Alors, tu as aussi évolué dans le milieu de l'audiovisuel, Direct 8, 3A Télé Sud, LC2 International, Canal 3 Monde. Et aujourd'hui, tu as envie de partager ton expérience, ton savoir, ton expertise, ta sagesse aussi, parce que je trouve que tu es une personne qui sait vraiment se canaliser. Quand on te voit, on a l'impression que c'est la main de fer dans un gant de velours. En fait, je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire. La femme bien posée, qui sait ce qu'elle veut et qui évolue comme ça dans différents champs d'action avec beaucoup de sagesse. Alors, tu donnes des ateliers, prendre le pouvoir. C'est le 14 juin, l'événement. Atelier Femmes fortes et légitimes pour parler publiquement, faisons-le efficacement. Tu nous parles un petit peu de prendre le pouvoir. Qu'est-ce que c'est comme concept? Alors, en fait, je donnais des ateliers déjà de prise de parole au sein du comité. Ouais. Quand j'ai vu que les femmes avaient un peu de difficulté à prendre la parole et qu'elles étaient plutôt en train de s'auto-museler, je me suis dit avec Isabelle Boursier, qui est donc directrice de la Maison des Femmes et chargée à l'égalité des droits, je me suis dit, il faut qu'on leur propose quelque chose pour qu'elles puissent se sentir plus à l'aise, parce que quand on est dans le comité de femmes citoyennes, on fait face parfois aux journalistes. Moi, je sais faire, mais elle savait pas. Ouais. Et à chaque fois, c'était Stéphine, vas-y, prends la parole. Et à un moment, je disais non, je vais pas tout le temps le faire. Donc, c'est à ce moment-là que je leur ai proposé déjà des ateliers depuis le mois de septembre. Mais bien spécifiques par rapport au comité, c'est-à-dire comment répondre à l'interview, comment prendre la parole, comment gérer les conflits, comment faire un discours, voilà, tout ce qui était en fait amené à nous faire travailler au sein du comité. Et puis, je me suis dit, bon, je vais pas terminer comme ça. On va faire quelque chose d'un peu plus grand et large. Et c'est là que j'ai eu l'idée de
de cet atelier qui aura lieu le 14 juin à la Maison des Femmes. Parce qu'au-delà de la prise de parole dans les médias ou la prise de parole en public, c'est aussi aller chercher à l'intérieur de soi. C'est tout un travail intérieur, en fait, que cela nécessite de pouvoir parler, être à l'aise. Donc, il faut déjà avoir confiance en soi. Et du coup, je pense que t'es là dans ton rôle, en fait, de pouvoir accompagner ces femmes et de leur dire, je vais vous apprendre à vous aimer. Alors, ce que je fais, Aïssa, quand j'arrive avec elle, je me mets à la même position qu'elle. Jamais je montre que, écoutez, moi, je connais ça, vous ne savez pas, et vous allez faire comme ça. Mes ateliers, c'est toujours, en fait, très participatif. Je pose des questions, elles me répondent, et on trouve des solutions ensemble. Et parfois, on n'est pas d'accord. Parfois, je leur dis, ça, par contre, c'est ça. Et je peux pas faire autrement parce que c'est ce qu'on m'a appris. Donc, c'est la logique, la rhétorique. Et parfois, on discute. Et ces femmes-là, par rapport à la confiance, elles se sont lâchées, en fait. Ces ateliers de prise de parole qui étaient censés être très structurés, voilà, on fait ça aujourd'hui, sont devenus des ateliers où elles se sont lâchées, où elles ont parlé, elles ont raconté leur vie. Et j'étais obligée de les écouter, tout simplement. Il fallait qu'on passe par là pour qu'elles m'accordent aussi leur confiance et puis qu'on continue à aller dans le processus des ateliers par rapport au comité. C'est la parole qui libère. Oui, vraiment. Et qui fait bien du bien à certaines femmes. Beaucoup. Et surtout, lorsqu'il y a une oreille pour les écouter attentivement et comprendre, en fait, ce qu'elles racontent. Parce que c'est vrai que lorsque l'on a un problème, nous, les femmes, quand on parle, on n'est pas à soi en train de demander une solution à la personne, on veut juste une oreille. Une oreille, oui, c'est ça. J'ai été vraiment une oreille et à un moment on m'a dit mais Stéphine, comment tu fais pour absorber tout ça? J'ai dit bon, après ça c'est mon problème, je saurai comment me décharger de tout ça, vous inquiétez pas. Mais j'ai vu effectivement que elles avaient vraiment besoin de parler. Ça allait de tout, ça allait de la vie privée, ça pouvait passer par la spiritualité, par la perte d'un être très cher. Voilà, on est passé vraiment par des moments, le racisme, on est passé par des moments où il y a eu des larmes, il y a eu de la joie, il y a eu une rage qu'il fallait qu'elle sorte aussi et ça fait du bien à tout le monde. Moi aussi quand je sors de là, je me dis voilà, ça fait du bien. Le donner et le recevoir. Oui, c'est très important. Alors au programme musique avec l'artiste Djely Moussa Diawara, histoire de se ressourcer, de s'ancrer avec les sonorités traditionnelles. Ouais, j'en avais besoin. Témoignages de femmes, atelier de 50 minutes donc avec Stéphine, formatrice, journaliste, comédienne en doublage. Et puis après, vous allez chiller, vous retrouver autour d'un buffet. Après on va apprécier le moment. Voilà. Et puis c'est la fin, bientôt la fin de l'année scolaire aussi. Donc on va apprécier parce que c'est des mamans, elles ont des enfants, il faut gérer. Après il y a les vacances, etc. Donc c'est très prenant. Moi, comme je dis, je ressors d'un spectacle où j'ai fait de la mise en scène. Donc là, j'ai pas eu le temps d'avoir le blues parce que tout de suite, il faut gérer cet événement derrière. Voix de femme. Et je pense qu'après, là, je vais vraiment sentir vraiment qu'effectivement, j'ai beaucoup donné de ma personne. Mais là, du coup, ça ouvre le champ d'autres possibles pour toi et pour ce que tu aimes faire. Oui, parce que j'aime aussi le cinéma et quand Sophie Belloir m'a proposé de l'aider à mettre en mise en scène avec Chani Astroband ce magnifique projet, au début, je t'avoue que je disais, on va faire de la mise en scène. J'ai eu des cours avec Eric Checo pendant le Covid. Ouais. Je me suis dit, ok, on va les mettre en application, ces cours. Et puis j'ai adoré, franchement, c'est une très très belle expérience et on verra pour la suite. Oui, ça me donne beaucoup d'idées, ça c'est sûr. Comédienne de doublage, donc comédienne interprète, tu as interprété beaucoup de voix dans pas mal de films et notamment des films de Nollywood, notamment plus de 100 films en fait que tu as doublés, notamment la célèbre série Journal de Jenifa. Alors c'est aussi une de tes passions, le doublage. Oui. En fait, comme moi à la base, avant d'être journaliste, j'étais comédienne tout court. Et puis après, tu sais, la difficulté d'avoir des rôles. Et puis, je pense que je suis très têtue et que j'aime pas, en fait, être cantonnée dans un rôle spécifique à la femme noire. C'est-à-dire soit la prostituée, la femme de ménage, etc. Donc, j'ai mis en stand-by pendant 2 ans. Et puis, le journalisme a pris le dessus sur ma vie. Et puis, un jour, comme ça, une amie, Amina Mbo, me dit, mais toi, t'es comédienne, en plus, t'as une belle voix, tu veux pas faire du doublage? Donc, elle m'a proposé d'y aller. Et c'est comme ça que ça a commencé,
pour moi, Et ça en continue. 2013. Et ça continue donc depuis 2013 jusqu'à maintenant. Voilà. Alors, peut-être que des personnes reconnaissent ta voix. Tu peux nous dire quelques personnages dont tu as doublé la voix? Oh, ben, déjà, donc, Funke Akindele dans le journal de Jennifer depuis 10 ans, déjà. Mais bon, les gens, quand je parle comme ça, ils reconnaissent pas. Ils se disent, non, c'est pas elle. Voilà. Parce qu'elle est très caricaturée. Voilà. Donc, voilà. Sinon, oh là là. Tu nous l'as fait là, sa voix, au vite fait? Tu sais, honnêtement, quand on me dit de la faire comme ça, j'y arrive pas. C'est vrai? Ouais, il me faut être dans l'élément spécifique avec la synchrone et l'ambiance pour que j'y sois. Honnêtement, j'arrive pas et je trouve ça très vraiment gratifiant quand les gens le font parce que je dis oh là là, il y arrive, moi j'y arrive pas. Non, mais tant mieux parce qu'en fait, ce que ça veut dire, c'est que tu arrives à sortir du rôle, tu y vas en tant que Stéphine, tu entres dans la peau du personnage et quand t'as terminé, non, après quand c'est fini, ça c'est sinon on est schizophrène. Mais oui, sinon le dernier vraiment que j'ai fait The Emancipation, le film d'esclavage avec Will Smith. Il y en a eu beaucoup, hein, franchement, je me souviens. Voilà, il y en a eu énormément. Ouais. Bon. Alors, l'actualité atelier femmes fortes et légitimes pour parler publiquement, faisons-le efficacement. Reprendre le pouvoir, c'est le 14 juin, ça se passe à la Maison des Femmes. Ouais. Tout tourne autour des femmes, hein, tu vois, voix de femmes. Ouais, finalement. Hein. Alors que moi, j'étais pas, à la base, j'étais quelqu'un de très garçon manqué. Et entourée d'hommes, donc pas trop dans la dynamique de femmes. Et j'apprends, en fait, même là, jusqu'à présent, j'apprends ce que ça fait d'être entourée de femmes. Alors, on a de très belles surprises, comme aussi des choses un peu... voilà. Ouais. Mais voilà, on sait, hein, mais bon, c'est pas grave, on prend que le meilleur. Maison des Femmes, 12 avenue du 8 mai à Sarcelles. Est-ce qu'on peut participer? Comment on fait pour en savoir un petit peu? Alors déjà, c'est gratuit, c'est de 14h à 18h. C'est accessible aux femmes et je prends aussi les hommes, il n'y a pas de souci, hein, y a pas de... parce que aussi on a besoin d'eux. Je pense qu'on a besoin d'eux. Mais parfois, ils pourront peut-être être un peu bousculés par certaines choses, mais j'aime bien en tout cas être vrai. Mais aussi mettre à l'aise les gens, c'est-à-dire les femmes comme les hommes, et puis partir d'un constat, on avance, on trouve des solutions, on brise les choses, on casse les codes, et après on reconstruit quelque chose de meilleur. Waouh! Comment tu veux conclure, Stéphine? Déjà, je te remercie déjà pour tout ce que tu fais, parce que tu es aussi... Une grande dame, et ça il faut le dire, et puis il faut se soutenir. Mesdames, n'ayez jamais peur en fait de vos ambitions. Ça prendra le temps que ça va prendre, mais en tout cas, foncez véritablement et donnez-vous les moyens, ça c'est sûr. Le résultat, il sera toujours très beau. Reprendre le pouvoir, atelier femmes fortes et légitimes pour parler publiquement, faisons-le efficacement, 14 juin. Ça commence à quelle heure, Stéphine? 14h et ça finit à 18h. Merci beaucoup d'être venue sur le plateau. Merci à toi. Gros bisous. C'est un gros plaisir de t'avoir accueilli. À très bien. Les matins d'Aïssa sur Espace. Nous y sommes toujours et nous accueillons Ibrahim Fama Diabaté. À présent, il est de passage à Paris. Il est le concepteur et le promoteur de l'événement Kita pour quotient intellectuel et talent artistique d'Abidjan. Un événement qui en est à sa 6e édition. En tout cas, la 6e édition s'est tenue du 29 au 31 mai au Palais de la Culture Bernard Dadier de Trècheville. Il va nous en faire un petit peu le bilan, nous parler justement de cette initiative née il y a quelques années pour accompagner la jeunesse donc et promouvoir l'excellence, le quotient intellectuel et talent artistique d'Abidjan, Kita. Merci de nous rejoindre sur le plateau, Ibrahima Fama Diabaté. Vous êtes de passage à Paris. Comment se passe votre séjour? Plutôt bien. Un très beau séjour. Le temps, il est très beau. Il faut le dire parce qu'Abidjan, c'est pas fameux. Ah ouais? Et voilà, donc très content d'être à Paris. Alors, petit bilan de cette 6e édition du Kita, donc quotient intellectuel et talent artistique d'Abidjan. Tout d'abord, avant d'entrer dans le vif du sujet, comment ça s'est passé? Déjà, il faut dire que ça s'est plutôt bien passé. Les choses n'étaient pas faciles parce que on gère un peu les étudiants. Parce que pour dire le Kita, je vais expliquer un peu ce que c'est. C'est le quotient intellectuel et talent artistique d'Abidjan, comme le nom le dit. C'est une compétition interuniversitaire qu'on a mis en place depuis quelques années.
Et donc, les étudiants se challengent Mettez-vous bien face sur plusieurs disciplines, ouais. Notamment les faits historiques, le concours culinaire, la danse traditionnelle et surtout le génie en herbe, puisqu'ils sont venus pour étudier. Et donc, c'était un parcours de combattants, il fallait dire. Et on a commencé depuis mars et on a fini en mai. Voilà. Alors, 6e édition placée toujours sous le signe de la jeunesse et la thématique jeunesse créative à la construction de la paix à travers la culture et l'innovation. Pourquoi cette thématique ? Cette thématique a été mise en place parce que on s'est dit déjà qu'il faut que nos étudiants soient mis en avant, surtout. Et quand on parle de paix, on sait que cette année, nous sommes en année électorale. Ouais. Et donc, il était très important pour nous d'inculquer des valeurs de paix et surtout de cohésion. Donc, c'est dans ce sens-là qu'on a mis en place et on a mis en évidence ce thème-là. Voilà. Alors, 6e édition déjà, mais il y a toute une histoire des années de travail à travers ce festival Kita. Alors, vous pouvez nous parler de la genèse ? Qu'est-ce qui vous a motivé à créer cet événement qui allie quotient intellectuel et talent artistique ? Déjà, faut dire que je suis dirigeant d'une université. D'accord. Voilà, c'est dans ce domaine de prédilection que je suis. Laquelle ? Je suis dirigeant d'une université, je suis directeur général d'une université à Abidjan. D'accord. Et donc, pour moi, il était très important d'allier la culture, puisque la culture, ça rassemble et tout. Et vu que les jeunes d'aujourd'hui ont besoin de ça, et donc pour moi, il était très important de faire ce mix-là entre les deux, entre la culture et l'éducation. Et d'où le Kita, qui est le quotient intellectuel et talent artistique pour faire ce jeu de mots qui fait allusion au pagne Kita, qui est un pagne de chez nous, et aussi du Ghana, qui s'approprie le pagne, mais qui est un pagne de la Côte d'Ivoire. Alors, comment le concept de Kita a-t-il évolué depuis sa première édition jusqu'à aujourd'hui ? Ça a plutôt bien évolué. De base, quand on avait mis en place le Kita, c'était entre nous-mêmes, c'est-à-dire on le faisait pour le groupe universitaire dans lequel j'exerce. Et donc, on s'est dit avec le temps qu'il fallait qu'on essaie de mettre en avant d'autres universités. Et donc, à ce jour, au tout début, on avait 2 universités. Et là, pour cette 6e édition, on s'est retrouvé à 18 universités, dont 6 finalistes. Et voilà, donc les choses évoluent plutôt bien. Et on aimerait que les choses aillent au-delà même de ça pour que la Côte d'Ivoire puisse vraiment profiter de ce modeste événement et pourquoi pas me le mettre à l'international. Alors, à l'occasion de cette 16e édition, quelle a été l'université lauréate et qu'est-ce qui l'a démarqué ? L'université lauréate a été l'université de Yamoussoukro. D'accord. Et voilà, c'était leur première édition. Et ce qui a fait qu'ils se sont bien démarqués, c'est leur fougue et surtout leur discipline, parce qu'ils ont été vraiment disciplinés et ils ont bien étudié, parce qu'au départ, pour la petite anecdote, ils étaient là pour les éditions précédentes en tant que des personnes qui participaient et qui regardaient plus ou moins les choses, donc ils ont bien suivi les cours, on peut dire. Alors, quelles sont les épreuves auxquelles les participants sont confrontés ? Comme je disais, il y a les faits historiques, le concours culinaire, surtout pour les jeunes dames. Elles doivent cuisiner ? Elles doivent cuisiner, séance tenante, et puis c'est la cuisine terroir, en fait, de notre pays, parce que au-delà de tout, ce qu'on demande à ces étudiants-là, c'est d'aller, en plus de ça, quand ils sont qualifiés, d'aller au village. On les envoie au village pour apprendre non seulement la cuisine de là-bas, les faits historiques et toutes ces thématiques-là, au village pour pouvoir revenir. Donc, elles viennent et elles cuisinent vraiment bien. La compétition est vraiment... Et elles cuisinent devant le public ? Devant le public. Séance tenante. Okay. Et voilà, il y a les faits historiques, le concours culinaire, la danse traditionnelle, le génie en herbe, et puis il y a le talent. Parce que, vous savez, les jeunes de maintenant ont beaucoup de talent. Il faut savoir juste les recadrer. Et voilà. Alors, vous avez mentionné l'importance du mix entre le quotient intellectuel et le talent artistique. Alors, comment cela se traduit concrètement dans les épreuves et activités du festival ? Comment, en fait, il y a 50% de culture et 50% de travail intellectuel, en tout cas d'épreuves intellectuelles ? Ce qui est mis en avant, surtout, comme on le dit, puisque ce sont des étudiants, comme on le dit, ce qui est bien plus mis en avant, c'est le génie en herbe qu'on le fait. Je ne sais pas si vous savez, le génie en herbe, c'est une sorte de question à choix multiple avec un buzzer. Donc, c'est ce qui est bien plus mis en avant. D'accord. Et donc, ce sont des étudiants de master, de licence qui se challenge. Et après ça, on met en avant maintenant les différentes danses traditionnelles et surtout les faits historiques pour connaître la culture même de ces différents peuples choisis
aux éliminatoires jusqu'à la finale. Voilà. Alors, quel rôle le Kita joue-t-il dans la formation des futurs cadres de la Côte d'Ivoire, parce que c'est aussi l'un des objectifs, notamment en termes de valeurs culturelles et patrimoniales? Il joue un rôle prépondérant. Et moi, l'objectif, c'est de toujours continuer à faire de telle sorte que le Kita soit mis en avant, parce que vous voyez, ces étudiants-là, ce sont les futurs cadres de demain. Ouais. Et donc, nous, on essaie de les recadrer, on essaie de leur inculquer des valeurs non seulement pour l'intellect, comme je le dis, mais surtout pour la culture et les traditions. Et donc, la tradition, on ne doit pas renier la tradition. Et donc, pour nous, on recadre nos enfants, on leur inculque ces différentes valeurs-là et on permet à ceux-ci de pouvoir se retrouver et savoir d'où ils viennent. Voilà. Alors, quels sont les principaux défis que vous rencontrez dans l'organisation d'un tel événement? Comment on les surmonte? Bon, il y a plusieurs défis, d'autant plus que c'est pas facile. Comme vous le savez, tout se fait sur fonds propres déjà. Et ah ouais. Oui, tout se fait sur fonds propres. Vous n'avez pas d'accompagnement Pas vraiment d'accompagnement. Parce que faut le dire, c'est pas évident, mais c'est une initiative propre à moi. Et donc, je vais continuer à me battre pour pouvoir atteindre mes objectifs et surtout faire de telle sorte que ça soit partout. Et vulgariser, comme je l'ai dit, c'est vraiment pas évident. Et aussi pour la mobilisation. Vous savez, la même période, ce sont des périodes d'examen, c'est la jeunesse, ce sont des étudiants, ce sont des enfants. Mais c'est un défi vraiment important pour nous de le faire puisque c'est ce qu'on aime. Et c'est ce que le commissaire général que je suis essaie de faire et de me battre pour que les choses puissent vraiment être mises en avant. Voilà. Alors, je sais qu'il y avait un volet qui était consacré à la salubrité. Exactement. Vous nous en parlez ? Pour la salubrité, c'est une initiative qu'on a décidé de mettre en place. À chaque fois qu'on arrive dans une commune, on se dit c'est un acte civique qu'il faut qu'on pose. Les étudiants doivent savoir qu'il faut qu'on nettoie un peu l'environnement, se retrouver dans un environnement sain. C'est très important. Donc, on l'a fait à Treichville avec tous les étudiants. Mais il faut dire aussi que la commune de Treichville est vraiment propre. Et donc, c'était plutôt facile pour nous. Et l'année prochaine, on va essayer d'étudier un autre acte l'acte qu'on peut faire, c'est un acte social et autre chose. Mais pour l'heure, c'est l'acte civique qu'on a pu faire, la salubrité. Voilà. Et justement, en tant que directeur d'université, quand on vous entend, on se pose la question de savoir est-ce que ce sont justement des choses dont vous avez manqué lorsque vous étiez vous-même étudiant et que vous avez envie aujourd'hui de donner à cette jeunesse? Oui, pas moi en tant que tel, puisque moi je viens comme je disais, sur un plateau télé, j'ai fait toutes mes études en Côte d'Ivoire. J'ai pas fait des études ici, mais on a eu une éducation rigoureuse et tout, et puis une éducation forte, et surtout une formation d'élite aussi, à travers un collège où je suis passé. On a eu ce genre de choses-là, mais moi je voulais vraiment moderniser ça, et puis encore donner ce que j'ai un peu appris à mes jeunes frères, à la génération à venir, parce que ce sont les leaders de demain, comme je le dis, et ce sont les futurs cadres de demain. Et donc, humainement, qu'est-ce que ça vous apporte personnellement? Ça m'apporte déjà de la joie. Personnellement, je suis content de voir que les étudiants s'adaptent et surtout de voir aussi qu'ils épousent la chose. Voilà. Et les choses commencent à monter crescendo. On peut se dire que ça va aller. Et bon, c'est de bonne loi, c'est de bon augure pour la suite. Voilà. Alors le fait justement d'avoir toutes ces épreuves culturelles, ces immersions, vous en parliez tout à l'heure pour le concours de cuisine et d'autres étapes du concours, est-ce que c'est pas une manière aussi de dire à cette jeunesse, vous êtes né ici, regardez ce que vous pouvez faire ici au sortir de vos études, aidez-nous à développer la Côte d'Ivoire et vous faites partie justement de ceux qui vont pouvoir développer le pays. Exactement. Et c'est exactement cela. Et comme je le dis, quand je demande à un étudiant lambda de venir pour le Kita, c'est aussi une manière pour lui de développer, comme je vous avais dit, la Côte d'Ivoire. Parce que quand ils vont en immersion, là-bas en immersion, ils essaient de toucher aux sensibilités, par exemple, des villageois. À travers pas mal de choses, des projets RSE qu'on essaie de mettre en place et des projets à caractère social pour pouvoir permettre à et puis même par exemple avoir des idées dans le domaine de l'agriculture, exactement, beaucoup, de pouvoir savoir, puisque déjà ils ont ça dans leur domaine de prédilection, surtout dans leurs différentes filières, et ils essaient de mettre ça en avant et en exergue quand ils vont dans les villages et voilà. En fait, le but du Kita, c'est de refaire le monde. Ouais. Et le monde sera refait, Inch'Allah, si on a cette possibilité-là d'avoir cette longévité. Et on espère que cette longévité va avoir lieu tout en travaillant.
Voilà. Quels sont vos projets et vos ambitions à long terme pour ce festival Kita ? Le projet à court terme même, je dirais, déjà, c'est de faire de telle sorte que le Kita soit le quotient intellectuel et talent artistique d'Afrique. D'accord. Je vais passer en Afrique, c'est-à-dire faire de telle sorte que le Kita puisse être vu, par exemple, dans les pays de la sous-région. Ce serait même de faire des compétitions interpays. Interpays, voilà, pour valoriser déjà la culture ivoirienne et africaine. Après, on pourra toucher même d'autres pays, c'est-à-dire le Canada, les États-Unis, la France, parce que chacun de nous a une culture. Et la culture, elle est diversifiée. C'est un brassage culturel et c'est ce que je veux faire à moyen terme. Et à long terme, pourquoi pas étendre et faire de telle sorte que ça soit un beau festival qui va vendre mon pays, la Côte d'Ivoire. On est tous fiers d'être Ivoiriens, certes, et Africains. C'est une noble ambition. Alors, comment le public peut-il soutenir au mieux le festival Kita et ses initiatives ? En essayant d'être présent et en essayant de nous aider sur les réseaux, en partageant nos visuels, en essayant d'être présent et puis surtout en nous portant prière. Pourquoi pas ? Et je suppose que la 7e édition est en préparation déjà. Déjà. Ouais. C'est pour ça que je suis là et je vous remercie humblement de nous recevoir ici en tant que commissaire du Kita. Et voilà, l'objectif, c'est de toujours communiquer et puis vendre au mieux notre modeste événement qui pour nous pourra être bien si les choses se font de façon vraiment répétée et dans les règles de l'art. Voilà. Je vais vous laisser conclure. Est-ce que vous avez un message particulier que vous souhaitez faire passer concernant soit la culture, soit la paix ou l'innovation en Côte d'Ivoire ? Vous parliez des prochaines échéances électorales. En tant que directeur d'université, quel est le message à la jeunesse ou aux autres générations ? Quand je dirais, c'est la paix. Surtout en termes de... Comme vous le savez, cette année, c'est l'année électorale. On espère que les choses vont bien se passer. Et on demande à tout un chacun d'avoir cette responsabilité. Et surtout, nos étudiants, nos élèves, nos enfants, la jeunesse nous regarde. Et donc, il est très important pour nous de passer un beau message et d'être toujours ensemble, la cohésion sociale et dans la paix surtout. On vous trouve sur les réseaux. Comment on fait pour en savoir un petit peu plus sur vos actualités, Ibrahim Fama Diabaté ? C'est juste le nom sur les réseaux, le nom Ibrahim Fama Diabaté et le Kita, comme vous l'entendez, le Kita qui est le KIT2A. QIT2A. Voilà. QIT2A. C'est incroyable. Voilà. QIT2A, en plus, c'est devant moi. Voilà. Merci beaucoup d'être venu, Ibrahim Fama Diabaté, sur le plateau. Aussi. On vous souhaite un bon retour et puis à bientôt. Les matins d'Aïssa sur Espace. Et on continue avec nos différents invités à la découverte de ces belles histoires, de ces histoires passionnantes, de ces passions, de ces portraits. Et nous accueillons à présent 2 entrepreneurs. Nous accueillons Emery Ruffin Makaya, accompagné de Georges Tchekava. Ils sont à la tête de la Française de Service, une société de service, un véritable catalyseur de marché. Alors ils vont nous en dire un petit peu plus. Merci messieurs de nous rejoindre quelques minutes sur le plateau d'Espace TV Europe pour nous parler de vos actions. Vous allez bien ? Oui, ça va très bien, merci Aïssa. Alors Emery Ruffin Makaya, vous avez différentes casquettes, vous êtes auteur, vous êtes aussi entrepreneur, c'est avec cette casquette que vous venez nous rejoindre aujourd'hui pour nous parler de la Française de Service qui propose différents services dans le domaine de l'ingénierie, du BTP, etc. Alors présentez-nous un petit peu la Française de Service, qu'est-ce que c'est ? Alors, la Française des Services, c'est une SAS que nous avons fondée à 3. Donc, il y a monsieur Georges Tchekava qui remplit la fonction de directeur général. Nous avons un associé, Jean-Denis, et moi, je suis le président de la SAS. Donc, l'idée de la Française des Services est venue du fait qu'il y avait un besoin sur le marché, besoin de faire rencontrer différents acteurs économiques et tout, et puis proposer des services, d'où la Française des Services. Alors c'est assez large en fait, votre domaine d'expertise, oui. Et les solutions que vous proposez aux personnes que vous accompagnez. Alors dites-nous un petit peu les différents champs dans lesquels vous êtes actifs et dans lesquels vous proposez des services. Nous travaillons beaucoup avec les grands acteurs du BTP, les grandes sociétés du BTP comme Eiffage, Vinci, et également des entrepreneurs comme nous pour la mise en relation. Nous sommes aussi une interface entre d'autres entrepreneurs et des entreprises
qui recherchent de l'expertise. Donc, on les met en relation. Et là, c'est un travail que nous faisons d'apporteurs d'affaires. D'accord. Oui. Donc, c'est pourquoi nous avons un large champ d'action. Alors, comment vous répartissez les tâches entre vous? Qui fait quoi? Alors, les tâches entre nous, il y a plus le directeur général, donc Monsieur Georges Tchikeva, qui est en avant pour tout ce qui est négociation avec les partenaires, avec certains grands comptes, parce qu'il a un parcours de commercial à la base. Il a déjà été aussi chef d'entreprise au sein de sa propre entreprise. Donc, il est très à l'aise dans tout ce que nous développons comme service. Et je viens en renfort et notre associé Jean-Denis intervient aussi de temps en temps dans l'accompagnement des entrepreneurs. Alors, Georges Tchikeva, merci de nous rejoindre. Vous pouvez nous dire un peu ce que ça vous évoque, ce que vous venez d'entendre comme présentation de la société. Et dites-nous un petit peu également pourquoi vous avez rejoint cette entreprise, la Française de service. Pourquoi vous avez rejoint cette société d'Emery Ruffin Macaya et comment vous vous connaissez tous les deux? Bonjour Aïssa. Avant toute chose, Emery et moi, nous sommes des amis. Et c'est à partir de là, nous sommes dit qu'il y avait beaucoup de choses à développer. Vous pouvez juste se lever un petit peu le micro, excusez-moi. Allez-y, oui, allez-y. Ouais. Et vous avez dit que vous avez... Allez-y. Ouais, je disais que Emery et moi, nous sommes des amis. Et au vu du parcours de chacun, parce qu'au départ, nous sommes tous les deux des informaticiens, nous nous sommes dit qu'il y avait beaucoup de choses à faire. Parlez bien devant le micro. Nous nous sommes dit qu'il y avait beaucoup de choses à faire. D'accord. Et au vu de l'évolution, on s'est adapté à l'heure du temps. Oui. Parce qu'une entreprise comme telle ne peut pas rester dans les clivages d'un seul domaine. Alors, comme nous avons plusieurs casquettes et compétences, nous nous sommes mis en synergie pour pouvoir développer ce concept qui est la Française des services, qui est un concept innovant, qui permet d'un côté de faire l'externalisation des services pour nos clients, leur chercher des compétences qui leur manquent, les rapporter aussi nos compétences. C'est ce qui fait que nous sommes une plateforme qui est en même temps bureau d'études. Et de l'autre côté, nous sommes aussi, comme vient de dire le président directeur général, apporteurs d'affaires. Et nous avons, nous balisons large parce que quand on dit apporteur d'affaires, nous traitons des dossiers tant à l'international qu'en France. D'accord. Dans beaucoup de domaines où nous savons que notre présence peut arriver à débloquer la situation et encore mieux de trouver un client qui correspondrait au profil de notre partenaire. Alors, vous cumulez une quarantaine d'années d'expérience dans tous ces champs d'action. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu une ou deux projets que vous avez accompagnés avec la Française des services? Alors, pour illustrer un peu votre propos. Pour illustrer un peu notre propos, la Française des services a par exemple traité un dossier important qui concernait la démolition et la reconstruction des immeubles, des bâtiments sociaux, des habitations sociales. Hein, d'accord. Des HLM dans le 92, les Hauts-de-Seine. Ce sont des dossiers qui sont passés par la Française des services. Et il y en a beaucoup d'autres. C'est vrai qu'il y a certains clients qui aiment la discrétion, qui n'aiment pas trop qu'on leur fasse de la publicité. Mais on travaille avec beaucoup de personnes, beaucoup d'entreprises. La commercialisation, la distribution, l'import-export, le négoce, vous en parliez sur toutes ces formes, beaucoup de champs d'action donc pour cette société de services qui s'étend dans différents champs, ingénierie, BTP. Donc, alors, est-ce qu'il y a d'autres précisions à apporter, d'autres informations à donner aux personnes qui nous regardent aujourd'hui? Oui, par rapport à la présentation que vous venez de faire, je peux ajouter que dans le domaine, par exemple, de l'import-export, tout ce qui est agroalimentaire, nous sommes référencés chez un très grand distributeur
des produits exotiques, par exemple. D'accord. Voilà. Donc, c'est pour dire qu'aujourd'hui, s'il y a un besoin des produits alimentaires, des produits agroalimentaires, on peut aussi intervenir. En gros. En gros. D'accord. Pas en détail, mais en gros. Pas en détail, mais en gros. En tonnage, minimum une tonne. D'accord. Voilà. Alors, c'est quoi l'objectif de venir aujourd'hui dans l'émission Les Matins d'Aïssa pour parler de tout ça? Mais l'objectif aujourd'hui, c'est de faire connaître la Française des services, nous faire connaître auprès du grand public et dire à tous les partenaires qui nous suivent que nous pouvons les accompagner dans plusieurs projets. D'accord, c'est ça, le but. Le message est passé. Je vais vous laisser chacun vous raconter plus pour avoir votre parcours et comprendre un petit peu ce qui vous a amené ici et comprendre un petit peu votre cheminement. D'abord, vous allez commencer, Emery Rufamakaya, vous raconter un peu qui vous êtes. Qui je suis. Ah. Comme l'a dit, comme l'a dit le directeur général, Monsieur Georges Tikeva, à la base, nous sommes informaticiens. D'accord. Vous êtes né où? Vous êtes né au Congo. D'accord, ok. Oui, je suis né au Congo et je suis arrivé un peu jeune en France et j'ai plus vécu en France qu'au Congo, ce qui est bien dommage pour moi. J'aurais préféré plus vivre au Congo, mais bon, ce sont les situations qui se présentent parfois dans une vie et j'ai fait plus le choix de rester ici que de repartir au Congo. Vos études, par exemple Par les études, la famille. Que vous avez fait comme études? De l'informatique. D'accord, ok. Oui, l'informatique. Et après, on s'est orienté dans pas mal de choses. Et d'où aujourd'hui la création de la Française des services, quoi. Il n'a pas envie de parler de lui. On va pas Non. Trop le forcer. Non, mais non, c'est pas grave. Non, c'est pas ça. Vous voulez des détails. Non, mais c'est juste pour vous voulez entrer dans la vie intime ou non? Bon. Non, pas du tout. Non, dans la vie privée. Vous racontez un peu votre parcours. J'ai presque le même profil que Monsieur le Président, directeur général. Je suis venu en France, j'avais presque 28 ans, 29 ans. Déjà, j'avais fini mes études au Congo. J'ai fait la fameuse école qu'on appelle l'École nationale des finances. D'accord. Où j'ai appris l'informatique, qui était à l'époque ce qu'on appelle les mainframes, c'est-à-dire le gros informatique avec le système IBM. Et lorsque je suis arrivé en France, le premier tour africain qui arrive, on est bité aux complications d'exister. Ouais. Ce qui fait qu'il y a aussi, non seulement cela, il y a cette forme de migration, dans l'essence ou pas migration du peuple, mais migration dans l'informatique. Et là, c'était le gros système. Ouais. Ici, il fallait que je me réadapte pour faire du micro-système informatique. D'accord. Et de ce fait, je me suis orienté vers les systèmes. De l'autre côté, mon parcours initial, c'était de la conception. D'accord. Conception et développer des projets. Et avec, à l'époque, bon, c'est vieux, ça fait une bonne 40aine d'années, on utilisait beaucoup COBOL, le langage COBOL. Un langage, ouais, non, c'est... Bon, ça, les informaticiens qui nous comprennent. Et il y a le langage COBOL, il y avait le langage Perlin qu'on appelait Programming Language One. Ouais. Et à l'époque, il y avait une sous-couche qui s'appelait JCL, Job Control Language, qui faisait tout fonctionner, mais c'était du développement, on concevait. Mais lorsqu'on arrive en France, on se rend compte que... C'est pas vraiment adapté... Non, c'était adapté, mais en France, ils ont évolué. Ouais, ils ont évolué. Un petit aparté, l'école qui m'a formé, l'École nationale des finances, dépendait du ministère des Finances, mais qui était sous tutelle française avec le professeur du CNAM, l'école d'ingénieurs du CNAM ici en France. Donc, on avait donc, on n'avait pas à rougir du point de vue compétences. Et donc, par rapport à cela. Et puis, bon, ici, je continue les études. J'ai fait du développement beaucoup plus je me suis réorienté en mode système. D'accord. Et après, donc, j'ai pris mon envol. Et puis, les choses de la vie ont fait qu'à un moment donné, on s'est dit, tiens, on veut être, comme on dit, ceux qui vont chercher pour avancer. Et c'est ça qui a fait que je me suis orienté dans le monde des entreprises. Aujourd'hui, par rapport à la conjoncture et par rapport à ce qui se présente face à nous,
pour compléter un peu ce que venait de dire Georges Tikeva, il faut plus attendre qu'on vous donne du travail. Ouais. Il faut aussi avoir ce courage-là de créer votre emploi à vous-même. Et donc, nous sommes beaucoup plus dans cette perspective-là, dans cette logique. C'est pourquoi on a créé notre structure. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on fait appel à nous dans des domaines divers, nous intervenons. Alors, qu'est-ce que vous avez envie de dire aux personnes qui nous regardent, qui essayent de comprendre un petit peu toutes ces propositions, parce que c'est un vaste champ, vous avez différents domaines de compétences. Tout à fait. C'est quoi le message avant de nous quitter? Qu'est-ce que vous avez envie de dire aux personnes qui nous regardent aujourd'hui? Mais aujourd'hui, je lance un appel à tous les acteurs de l'économie, à tous les entrepreneurs, parce que c'est bien de travailler en synergie. Comme on le dit, l'union fait la force. Chacun a ses compétences et on peut se mettre ensemble pour avancer. Donc, nous sommes ouverts aux propositions des différents partenaires qui sont intéressés par notre concept. Et le but, c'est de travailler, de faire travailler tout le monde. Où est-ce qu'on vous retrouve sur les réseaux? Nous sommes présents sur tous les réseaux. Nous sommes présents sur LinkedIn. Surtout LinkedIn. La Française des Services. La Française des Services. Ouais. Nous sommes présents sur LinkedIn. Et moi-même, en tant qu'Emery Rufamakaya, si on tape sur Google, c'est sûr qu'on va me retrouver quelque part. Je vais vous laisser conclure, Georges Tikeva, que vous avez envie de dire. Pour moi, donc, je compléterai ce qu'a dit Monsieur le Président Directeur Général, c'est que nous faisons appel à ceux qui veulent travailler avec nous, d'être là, de ne pas se gêner. Et vous qui êtes une grande plateforme, nous vous remercions déjà de Merci d'être venu. Reçu chez vous. Et nous attendons les offres, nous attendons ceux qui veulent avancer et travailler avec nous. Oui. Et ça, c'est le message de base. Et le deuxième message, c'était que il faut être fort. Ouais. Pour être fort, il ne faut pas être seul. Il faut être un groupe. Il faut être une maître. Pour être une maître, c'est toutes ces personnes qui peuvent venir travailler avec nous, créer une synergie de telle manière que nous marions tous nos compétences. Tout à fait. C'est avec les compétences de chacun, on peut tous avancer. Nous sommes ouverts à toutes les propositions. La Française des Services avec Georges Tikeva et le PDG Emery Rufamakaya. Merci à tous les deux d'avoir fait le déplacement dans les matins d'Aïssa. À bientôt. Merci. Les matins d'Aïssa sur Espace. Dans la joie et la bonne humeur avec nos invités sur le plateau d'Espace TV Europe. Merci de nous choisir. Nous continuons nos rencontres et nous racontons d'autres histoires. Une histoire culinaire, une histoire de concours, une histoire inspirante que nous allons vous raconter dans quelques secondes. Les matins d'Aïssa sur Espace. Les matins d'Aïssa de retour. Nous sommes en direct. Kissina. Merci de nous rejoindre, Sandrine Nzinda Kissina, qui vient nous parler de son actualité à travers la Coupe d'Afrique des cuisines. Comment ça t'as envie de parler? Bon, je vais te laisser parler. Comment ça va, Kissina? Bonjour, ça va très bien. Et toi? Oui, je suis très, très heureuse de t'accueillir, te voir, même si on se suit sur les réseaux sociaux et que tu as beaucoup d'actualités en ce moment, à travers notamment cette deuxième édition de la Coupe d'Afrique des cuisines. Ça fait un moment que tu es derrière ce projet qui s'est déployé, qui continue de se déployer. C'est bientôt la finale d'ailleurs. Tout à fait, c'est la finale est passée. En fait, c'est la remise des trophées qui aura lieu le 14 juin à l'ambassade du Congo-Brazzaville. Alors, on va raconter tout ça et projection également de 2 épisodes, des épisodes. En fait, c'est une immersion en fait dans ce concours qui suit les participantes, qui raconte un petit peu comment s'est articulé ce concours, cette 2e édition. Et la projection aura lieu le samedi 21 juin au cinéma Saint-André des Arts dans le 6e. Je me suis pas trompée là. C'est ça. Alors, on va raconter un petit peu cette belle aventure qu'est la Coupe d'Afrique des cuisines. En fait, l'objectif, comme d'habitude, à travers l'une de tes casquettes, puisque tu as d'autres projets dont on va parler dans un instant, promotrice d'autres projets, on va en parler. Alors, parle-nous un petit peu de la démarche qu'il y a derrière cette Coupe d'Afrique des cuisines.
Alors, la Coupe d'Afrique des cuisines, c'est un concours, en fait, qui valorise les terroirs africains, mais pas que, les talents culinaires et la diversité aussi dans sa splendeur. Voilà. L'idée, c'est vraiment, non seulement de mettre en exergue la diversité des produits que nous avons, avoir de la pédagogie aussi derrière nos produits, parce que c'est vrai qu'il faut avoir de la connaissance pour les manipuler. Ouais. Et aussi les talents culinaires comme Mathie qui est présente parmi nous aujourd'hui. Voilà. Donc en fait, ce concours, je le rappelle, c'est une immersion dans les cuisines africaines, mais tout le monde peut y candidater. Alors là, tu as vraiment résumé, puisqu'il y a beaucoup de on va dire, de choses qui entrent en compte, faire connaître et valoriser nos cuisines du terroir, tu le disais tout à l'heure, Oui. Pouvoir connecter également ses talents, faire sortir de l'ombre Bien sûr. ces personnes qui ont candidaté, valoriser nos cuisines devant le monde en fait, nos cuisines qui vont aussi à la rencontre d'autres cuisines, parce que il y a également un aspect de moderniser en fait cette cuisine traditionnelle africaine. Oui. Donc il y a plein de on va dire d'objectifs. Merci beaucoup, Christina. Puisque tu œuvres depuis 2016 pour la valorisation des gastronomies africaines à travers différents projets, africaines mais aussi ultramarines, donc la gastronomie des Afriques et de la diversité, à travers notamment le brunch des îles, le podcast Le Gombo, les émissions voyages culinaires online, les dîners d'affaires voyages culinaires. Alors ce concours Coupe d'Afrique des cuisines, c'est pas venu comme ça dans un claquement de doigts, ça vient de tout ce cheminement et de toutes ces actions que tu as menées depuis que tu as commencé en fait dans le domaine. Oui, c'est vrai que ça a été depuis cette rencontre avec Matongé, puisque c'est là où m'est venue l'idée de faire ce cheminement vers les cuisines africaines. Je les voyais en fait cantonnés à un petit quartier. Dis-nous, c'est quoi Matongé? C'est un quartier. Matongé, c'est un quartier bruxellois. Ouais. Voilà. Et je me suis dit, oui, nous aussi, on doit avoir de la visibilité et être reconnu aux yeux du monde. Donc, j'ai commencé avec les voyages culinaires. Donc, c'est vraiment la rencontre, une immersion dans les capitales africaines depuis Paris. Voilà. Où des chefs venaient et prestent en fait, nous déclinent en fait les plats des capitales africaines. Et toute la culture, tout l'écosystème se met en route autour de ces cuisines africaines. Ensuite, c'est vrai que petit à petit, le chemin faisant, j'ai rencontré des personnalités qui ont aimé en fait ce que je faisais. Et Sarah Ouattara, que vous avez reçue de Samara Facilities, elle m'a challengée, elle m'a dit pendant la CAN, mais ce serait bien que tu fasses un concours. Et c'est comme ça qu'est née la Coupe d'Afrique des cuisines, d'un challenge, d'un pari relevé. Je me suis dit, oui, c'est vrai, j'ai tout l'écosystème autour de moi. Pourquoi ne pas faire un concours immersif, oui, et inclusif? Et donc, c'est comme ça que m'est venue l'idée de faire la Coupe d'Afrique des cuisines. Alors, entrepreneur, on le disait dans la food depuis un moment à travers toutes les activités dont on a parlé, le brunch des îles, le podcast le Gombo, les émissions voyage culinaire, les dîners d'affaires voyage culinaire, tu te déploies à travers les ambassades, t'es un petit peu partout, une véritable touche à tout, mais en fait tout ça te vient aussi de la passion personnelle pour parce que t'es une gourmande entre guillemets. Exactement. Je suis une gastronome, c'est vrai. Et puis c'est vrai en plus parce que j'ai le titre de gastronome au TOC française et à l'Académie nationale de cuisine. Donc oui, c'est une passion en fait que m'a suscité en fait ces cuisines non seulement africaines mais ultramarines, donc de la diaspora aussi. L'idée c'est vraiment de valoriser notre identité. C'est un pan de notre identité parce que ça fait nos singularités aussi, et c'est important de
de montrer toute la diversité de ce que nous avons en termes de food. Et c'est mal connu, c'est méconnu et c'est préjugé. Il faut les casser et montrer qu'on fait de belles choses également. C'est quoi justement cette médaille de gastronome au TOC française? Dis-nous un petit peu. Oui, alors avec le parcours que j'ai, avec l'expérience que j'ai donc au niveau du podcast Le Gombo, au niveau de la valorisation des territoires ultramarins, des territoires africains, ils ont jugé bon de me décerner une médaille pour ce parcours, mon parcours, voilà. Et c'est comme ça que voilà, des nouvelles choses sont arrivées sur la table et voilà, on continue le cheminement. Moi, je garde le cap avec la valorisation des cuisines africaines. C'est Félicitations important. En tout cas pour cette médaille. Donc, alors. Juste avant d'entrer dans le vif du sujet et de parler plus précisément de la Coupe d'Afrique et de cette deuxième édition, comment ça s'est passé, nous parler un peu des différentes candidates donc qui se sont challengées pendant toutes ces épreuves. Dis-nous un petit peu déjà le regard que tu portes sur l'entrepreneuriat food aujourd'hui et toutes les évolutions que tu as vues, parce qu'il y en a eu depuis que tu as commencé en 2016, il y a presque 20 ans. 10 ans, pardon. 10 ans, pardon. Ouais. Ça passe. Dis-nous un peu le regard que tu portes aujourd'hui, comment l'écosystème a évolué. Alors, je trouve qu'il a évolué positivement dans la mesure où il y a beaucoup de concepts qui se déploient en fait maintenant, tous aussi différents les uns que les autres, mais c'est vrai que c'est plutôt concentré sur la capitale parisienne. Ouais. Voilà, il y en a à Lyon et il y a des initiatives à Lyon et dans le sud, mais ça reste timide. Je trouve que c'est plutôt bien amené quand on regarde BMK par exemple, le restaurant Paris Bamako ou il y a aussi le couple Savane et Mousson, voilà, qui font de l'afro-fusion, afro et Asie, voilà. C'est je trouve que c'est vraiment intéressant ce qu'ils apportent, c'est frais et on a besoin de ça, on a besoin de dépoussiérer entre guillemets nos armoires et montrer de nouvelles choses. Bien sûr que les anciennes restent notre base, c'était fondamental. Dans l'épicerie fine, excuse-moi de te couper. Oui, bien sûr. Il y a quand même pas mal de personnes qui entreprennent et qui proposent de super produits dans l'épicerie fine. Oui, c'est vrai. Il y a il y a Joey Avrel, il y en a tellement. Ça s'est démultiplié et c'est pour notre grand plaisir à nous tous parce qu'on a besoin aussi de retrouver nos reflets, on va dire, quand on va faire nos courses. On a besoin de se cantonner à de nouvelles choses aussi qui nous ressemblent et de mettre sur la table des Français, des Européens aussi, de nouvelles choses. Et ils le font bien, tous ces acteurs de l'afro-food. Et vraiment, je les félicite pour tout le travail accompli. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on a évolué et que les cuisines africaines sont mieux reconnues sur la scène internationale? Oui, ça reste timide quand même parce que je lis des études qui disent que sur la scène internationale, c'est que 1%. Voilà, c'est très peu. Mais il faut continuer à œuvrer. Je pense qu'il y a l'ère des réseaux sociaux aussi qui va changer la donne et on aura envie d'aller manger une sauce graine comme on aura envie de manger de la bouillabaisse, pourquoi pas. Voilà. Alors, quels sont justement les défis majeurs qu'on rencontre lorsque l'on entreprend comme toi dans ce champ? Qu'est-ce que tu rencontres comme problématique dans la promotion de la gastronomie africaine? C'est une large question, je sais, mais ça pourrait apporter des clés peut-être à certaines personnes qui nous regardent. Oui, alors c'est méconnu ou mal reconnu. Le fait de vouloir entreprendre dans les gastronomies africaines, comme je le disais tout à l'heure, il y a un volet pédagogique qui est vraiment important. Il faut vraiment expliquer à son financier, expliquer à sa banque, expliquer à tous les acteurs avec qui on
on entreprend, on collabore, voilà, qu'il faut avoir le sens aiguisé des choses. Voilà, dans la mesure où c'est vrai que on va pas connaître certains plats comme on va connaître le tchèboudjen ou le mafé ou les plats classiques en fait. Il faut vraiment se mettre dans la peau d'un explorateur, on va dire ça comme ça, pour pouvoir croire au projet de la personne qui va venir avec une nouvelle vision, avec un nouveau volet, avec une nouvelle prestation. Et dépoussiérer un peu le sillon qui a été déjà fait par nos prédécesseurs. Alors, la Coupe d'Afrique des cuisines, immersion donc dans le sujet. À présent, tu es d'ailleurs venu avec l'une des candidates qui représentait le Sénégal. Il y avait 2 pays à l'honneur lors de cette 2e édition. Tu nous en parles rapidement. Oui. Le Congo et la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire qui nous a accueillis pour la première édition, qui nous a ouvert ses portes, l'ambassade, en pleine Cannes d'ailleurs. D'accord. Et on remercie encore monsieur l'ambassadeur, son excellence, pour nous avoir permis de faire le lancement officiel dans ces murs. Et il y a le Congo-Brazzaville aussi qui nous soutient depuis le début aussi, et qui nous accueille pour la remise des trophées de la Coupe d'Afrique des cuisines. C'est vraiment un honneur. Parce c'est important que les institutions également puissent accompagner le projet. Voilà, c'est ça. C'est que vraiment, ça devient comme une institution solennelle, en fait. Ouais. Et c'est important, ce côté solennalité, parce que on a besoin de support, en fait. Ouais. Vraiment de support concret, aussi de montrer que nos cuisines valent la peine d'être soutenues. Et c'est avec des institutions fortes telles que celle-ci qu'on pourra montrer que nous aussi, on vaut la peine. On vaut la peine. Voilà. Alors, cette 2e édition, tu nous y plonges un petit peu. Quelles ont été les particularités de l'édition? Quels sont les mots, les images fortes qui te reviennent? Comment tu pourrais résumer un peu comment ça s'est passé? Alors, c'est une édition féminine. Vraiment, il n'y a eu que des candidates qui se sont présentées, à part une personne qui a malheureusement donné sa candidature trop tard. Donc, on a 8 femmes. 8 femmes fortes, 8 femmes qui ont osé, qui en valent la peine vraiment, parce que elles ont su faire des exploits avec les paniers mystères qu'on leur donne. Les paniers mystères, sont composés d'ingrédients mystères, hein, comme on le dit. Donc elles arrivent, on leur donne un panier. On leur donne leur panier, elles sont devant leur panier, et là elles doivent cuisiner et nous sortir un plat, raconter une histoire. Quoi. C'est de l'impro complète. Voilà. Et elles doivent nous raconter une histoire autour de ces paniers et faire des exploits d'étape en étape, séduire le jury, séduire le public aussi. Hein, vraiment, ça a été une immersion totale pour elles. Il y a eu des moments de doute, des moments incertains, des moments forts, des moments d'apothéose, on va dire, parce qu'il y a eu des goûts qui sont sortis, qui nous ont fait replonger en enfance. Il y a d'autres C'est le réveil de tous les sens, Oui, vraiment le réveil de tous les sens. C'était les émotions. Exactement, vraiment. Il y a des plats qu'on n'a jamais vus qui sont sortis de leur imagination. Je pense à l'étoile hibiscus, je pense à la tieke mango. Je pense aussi à la pomme de terre revisitée à l'arachide, faite par Mathie, avec comme un okos dedans. C'était vraiment magnifique. Et elles ont su haut la main nous montrer qu'on a vraiment des lendemains à explorer encore davantage avec nos cuisines, avec nos produits. Alors je pense que toi, tu as été agréablement surprise parce qu'en fait, tu connaissais pas les candidates. Enfin, je suppose que tu les connaissais pas. Ah non. Elles ont candidaté.
Et puis après, tu découvres leur talent, tu te dis, waouh, il y a des pépites partout, en fait. Exactement. Vraiment, je me suis dit, il y a des pépites partout. Il leur faut un espace où s'exprimer. Ouais. Et nous, c'est ce qu'on leur propose. Venez. Et en fait, c'est bien plus qu'un concours parce que c'est un levier d'employabilité aussi, parce qu'on les accompagne dans la démarche entrepreneuriale ensuite qu'elles ont autour de chaque projet individuel. Et on fait en sorte qu'elles puissent s'exprimer davantage. Se connecter entre elles aussi. Exactement. C'est aussi un réseau parce que il y a des chefs qui sont présents, il y a les candidates qui sont là. Ça fait des émulsions, en fait. Ouais. Et ça nous donne une vision sur les chefs de demain. Alors, Mathie, tu nous la présentes avant de lui ouvrir le micro, oui, Christina? Mathie, un peu timide. Mathie, c'est une candidate. Mathie, voilà. C'est une candidate un peu timide, mais qui a donné vraiment toute sa force dans ce concours. Elle est arrivée finaliste. Donc vraiment, elle nous a sorti des plats vraiment très intéressants avec les secrets du Sénégal. Vraiment, Sénégal rec dans ses plats. C'était vraiment vraiment intéressant et très. En fait, on vous invite à venir voir sur l'écran. Le 21 juin. Mais nous, on veut goûter. Oui, mais il y aura aussi des dégustations le 21 juin. Donc, venez et surtout, on va lui donner la parole. Alors, Mathie, vous avez représenté le Sénégal à merveille, apparemment, parce que je vois Christina sourire, je vois qu'il y a les souvenirs qui remontent de tout ce qu'elle a dégusté, qui sortaient de votre imagination, ou en tout cas de votre talent. Vous pouvez vous présenter, Mathie, et nous dire un peu comment vous avez vécu l'aventure? Je m'appelle Mathie Diallo. Rapprochez-vous un peu, Mathie. Je m'appelle Mathie Diallo. Du coup, mettez-vous devant le micro, elle est timide, elle ne veut pas parler. Hein. Allez-y, Mathie. Ouais. Je m'appelle Mathie Diallo. Ma belle-sœur m'a inscrit avec le concours de Coupe d'Afrique de cuisine. Ouais. Il y avait un salon à Saint-Denis. Sandaga City. Ah oui, d'accord, ok. Ouais. Oui. Du coup, j'ai parti pour voir la sœur de ma belle-sœur qui présente ses produits là-bas. Et ma belle-sœur a dit, tiens, viens, je te fais découvrir quelque chose. Du coup, il y avait Christina qui était là pour recueillir les candidats. Et il m'a inscrit. C'est là que je connais Christina. Ah, j'étais là ce jour-là en plus. Ouais, oui. Ouais. Et du coup, vous cuisinez depuis quand? Et d'abord, racontez-nous comment ça s'est passé, cette aventure. Quels sont les souvenirs que vous en gardez? Qu'est-ce que ça vous a apporté, surtout? Ouais, des belles souvenirs. Déjà, je sortais pas avant. Ouais. Mais je faisais ma cuisine. C'est moi, cuisiner. Et tout le monde qui me connaît, il me connaît pour la cuisine. Parce que je cuisine depuis tout petite. Hein. Ouais, depuis le Sénégal? Ouais, depuis le Sénégal, avec ma grand-mère. Ouais. Au village. Après, je suis venue à Dakar. Ma mère, elle avait un restaurant là-bas. D'accord. Du coup, je gérais la cuisine. Quand j'ai arrêté l'école, c'est la cuisine qui a gâté mes études. J'ai regretté. J'ai pas regretté parce qu'aujourd'hui, même si j'ai du mal à m'exprimer, mais quand je rentre dans la cuisine, je sors, tout le monde est content. Ça, c'est un don pour moi parce que ça, qu'en Afrique, on n'a pas le même regard sur ce que peut apporter la cuisine, ou en tout cas qu'on peut de devenir un chef, etc. C'est peut-être un peu le fait de faire la cuisine en tant que femme en Afrique. Pour nous, c'est normal. C'est ça. Pour un Africain, une femme doit savoir cuisiner, tout simplement. On ne dit pas, oui, cette femme, elle sait cuisiner trop parce qu'elle est chef, on l'appelle chef. Non, c'est... Mais je gérais quand même la restaurant de ma mère. Ouais. Depuis l'âge de 14, 15, jusqu'à je me suis mariée. Ouais. Et quand je suis mariée, j'ai continué de travailler avec ma mère. D'accord. Du coup, après, quand je suis arrivée ici en France, du coup, mon mari m'a dit, vous êtes venus pour le mariage, c'est pas venu. Vous n'êtes pas venus pour travailler. J'ai regardé mes enfants, tout. Ouais. Jusqu'à ils sont tous partis à l'école. Et là, je dis à mon mari, il faut que je fasse quelque chose, je ne veux pas rester ici et tout. Il me dit, c'est certes ce que tu veux faire. Je dis, moi, je ne sais pas autre chose. Parce que je ne suis pas allée loin dans les études. Ouais. Ce que je sais faire, que je suis confiante à moi dans ça, c'est la cuisine. Ouais.
Du coup, je me suis inscrite à AFPA, mais j'ai pas resté longtemps là-bas parce que c'était juste 4-5 mois. Après, je travaille dans la cuisine, dans la restauration. Je suis commis de cuisine. D'accord. Dans un EHPAD à Bastille, c'est pas loin là. Ouais. Là, je continue, faire mes plats par contre. Par les commandes, les mariages, les baptêmes, les anniversaires. D'accord. Du coup, je cuisinais, c'est moi aussi, je partais dans Paris vendre plus de 100 et quelques barquettes, tout par des livraisons dans les ambassades, tout. Après là, je dis, il faut que je fasse quelque chose pour moi. Et là, c'est là que je connais Kisna, comme je vous ai dit tout à l'heure. Et ma belle-sœur m'a inscrit pour la deuxième édition du Coupe d'Afrique de cuisine, mais je n'ai pas regretté. C'est-à-dire que ça vous fait passer à une autre étape, en fait. Ça m'a fait sauter une autre étape. Ouais. Parce que j'ai osé sortir maintenant, je ne sortais pas, je faisais mes choses en cassette. Je faisais les livraisons, tout ça venir, mais là, c'est devant les caméras, devant les gens, devant le monde que tu ne connais pas. Et ça me donne de confiance à moi. Ouais, parce que tout ce qu'on a fait là-bas avec le panier mystère, tout est né là-bas. C'est des plats qu'on n'a jamais fait, c'est nous. On te donne un panier mystère. Et donc, ça vous a poussé à vous challenger en voyant les autres concurrents, à sortir de votre zone de confort. Voilà, ça, quand tu ouvres, on est 9 ou on est 5 dans la cuisine, et tu ouvres ton panier et tout, il y a des produits locaux de l'Afrique. Mais après, c'est toi de créer, tu sors un plat. Dans ça, il faut vraiment savoir cuisiner pour faire ça. Alors, qu'est-ce que vous nous avez sorti de beau, Mathie, pendant le concours? Premier panier, j'ai fait poulet royal. Ouais. Après, ils ont aimé, c'était beau. Et le goût aussi et tout. Le secret, c'est le nokos, non? Le nokos. Les Sénégalais, ils ne peuvent pas cuisiner sans nokos. Hein. Et puis, il y a autant de nokos que de cuisinières. Il y a beaucoup de nokos que de cuisinières, c'est vrai. Ouais. Parce que déjà, en Sénégal, avant d'apprendre à cuisiner, on t'apprend d'abord à savoir toutes les nokos. Même les hommes savent le faire, le nokos. Ouais. Moi, j'ai en train d'apprendre ma fille de 10 ans, toutes les nokos, chaque plat avec son nokos, ce qui va dedans. Dès que tu sais ça, comme ma mère m'a fait, tu sauras ce qui va aller dans le tchèp, ce qui va aller dans le yassa, ce qui va aller dans le mafé. C'est pour ça, ça va être facile. On te donne le base des ingrédients de chaque plat. Et du coup, qu'est-ce qui vous a manqué pour être la gagnante du concours? Est-ce que justement, qu'est-ce qui vous a manqué? Quel a été le plafond, en fait? J'ai parti jusqu'à la finale. Après, vous avez été jusqu'à la finale? On ne sait pas. On ne sait pas encore qui a gagné. On ne sait pas encore, en fait, la finale. En fait, la finale a eu lieu. On a voté dans une urne qu'on va ouvrir le 14 juin. Comme Koh-Lanta. Exactement. La surprise. On doit attendre encore 3 jours. Encore 3 jours. Mais ça me fait plaisir d'aller jusqu'à la finale. Bravo. Il reste 2, donc il reste il reste Mathie et Charlène. Nantiaise. Et une Guadeloupéenne. Et c'est quoi ses particularités? Qu'est-ce qu'elle a proposé de particulier? C'est son parcours, en fait, qui a fait qu'aujourd'hui, elle est là où elle en est. Charlène et aussi bien Mathie. L'idée, c'est qu'elle connaissait pas, Charlène ne connaissait pas du tout les produits africains. Elle s'est dépassée, et comme Mathie, et elles ont trouvé des savoir-faire, des techniques pour enjoliver, en fait, tout ce qu'on leur a proposé, que ce soit l'hibiscus. Je me rappelle de Charlène qui nous a fait une étoile hibiscus avec les feuilles d'hibiscus caramélisées. C'était vraiment très, très bon. Elle nous a proposé également la mangue en salade, mais comme une brunoise de mangue, avec une infusion par-dessus, avec un poulet mariné. C'était vraiment très intéressant. Mais vraiment, j'en garde ma langue. Ça se voit quand on tu garde de bons souvenirs. Je suis jalouse. Et on te promet te régaler bientôt avec les mets qu'elles feront. Alors, au-delà de l'aspect culinaire, c'est en fait, quand on vous entend parler, on voit à travers votre parcours, c'est une belle histoire que vous nous avez racontée, Mathie. Oui. C'est une aventure humaine. Ouais. C'est une aventure humaine que
je ne regrette pas d'être là, d'être connue Kissina. Surtout aux côtés de Kissina, qui est quand même quelqu'un qui est dans le partage, dans le don et dans la passion de ce qu'elle fait. Elle veut donner la sens de toutes les Africains, de tous les talents cuisinés africains. Elle veut donner la sens à tout le monde. Du coup, moi, même si aujourd'hui, je n'ai pas porté le trophée, mais j'ai gagné quand même. Parce que avec Kissina, je peux me lancer de tout ce que je voudrais faire. Ouais, je peux arriver. Et du coup, ça casse cette barrière parce qu'on voit que vous êtes un peu timide. Il y a peut-être aussi la barrière de la langue, mais je vois que vous parlez sans hésitation. Et justement, la cuisine, c'est aussi un langage universel. Oui, c'est une langue universelle. En plus, la cuisine, c'est... Moi, je disais toujours, je me répète toujours sur ce mot-là, je le répète à tout le monde. Je dis, la cuisine, il peut ramener quelqu'un loin. C'est la cuisine qui peut déplacer des... On est là à Paris, mais on peut cuisiner aujourd'hui canadien, on peut cuisiner aujourd'hui Congo, Saga, on peut cuisiner. On peut voyager avec la cuisine. Exactement. On peut être là, aller loin avec la cuisine. Dans les pays qu'on n'a jamais posé nos pieds, mais on peut manger leurs recettes. Il n'y a que la cuisine qui peut faire ça. Voyager les gens sans bouger. Alors, au vu de votre parcours, quel est le regard justement de vos proches, de votre famille, de votre mari? Est-ce qu'il n'a pas peur de perdre vos talents? Il va se dire, hey, ils vont me voler ma... Mon mari, c'est lui qui me pousse vraiment. Il me pousse et il apprécie tout ce que je fais. Ouais. Des fois, je suis là avec lui au salon, je m'assois, je dis, mais tu veux que je te fasse quelque chose? Il me dit, vas-y. J'ai mis ma nappe gastronomique, une table à deux, tout. Bon, je fais tout bien. Après, je rentre dans la cuisine. Mets mon tablier, rentre dans la cuisine. Sortir des choses qu'il n'a jamais goûtées. Ouais, je dis, aujourd'hui, je vais te faire voyager. Ouais, franchement, il goûte à tout avec moi. Il apprécie. Il critique aussi, il accepte. J'aime quand il y a trop de choses que je fais. Il me dit, ouais, demain, enlève ça, fais ça, mesure ça. Ça, c'est ça que je cherche. Ouais, c'est pas qu'il apprécie de tout ce que je fais. Elle me met aussi... Ça vous permet de vous remettre en question, de vous améliorer. Voilà, c'est ça. Franchement, t'es contente quand tu... Enfin, vraiment. C'est beau ce qu'elle raconte. Et... Ah, vraiment, c'est touchant en fait. Au-delà du parcours de Mathie dans la Coupe d'Afrique des cuisines, c'est une histoire en fait. C'est son histoire et elle mérite vraiment vraiment plein d'éloges parce que elle connaît pas, elle a la barrière de la langue française et elle s'est dépassée, elle est venue, elle a fait des exploits en cuisine et même humainement, c'est une personne très intéressante. Donc non, moi je suis ravie. C'est une belle leçon de vie en fait. Oui, c'est pas qu'un concours, c'est vraiment une passion, un cheminement qui est là et qui fait que on découvre non seulement des candidats qui seront nos chefs de demain, mais en plus il y a eu un bond énorme entre le début où elles sont arrivées et elles connaissaient les techniques bien sûr. Parce que même si ce sont des amateurs, il y a des commis de cuisine, il y a des secondes cuisines, voilà. Mais elles nous ont montré des capacités encore plus grandes en exploitant des produits qu'elles ne connaissaient pas, en donnant le meilleur d'elles-mêmes et en se surpassant humainement pour nous. Et je les en remercie infiniment. Ça veut dire que Mathie, aujourd'hui, grâce à ce concours, tu conçois ta cuisine autrement? Oui. Je conçois ma cuisine autrement et j'ai confiance en moi encore plus. Et je sais que je peux aller loin. Ouais, parce que je remercie le bon Dieu de m'avoir donné un don à la main. C'est ce que mon mari me dit, même si tu souffles l'eau, c'est bon. Il est amoureux d'elle, en tout cas. Ouais. Il a bien mangé celui-là. Ouais, c'est ça. Ouais. S'il nous regarde, on le salue et puis on le remercie également d'être là pour vous accompagner. Est-ce qu'il y a d'autres choses que vous avez envie de dire, Mathie? Quels sont vos projets après ce concours? Est-ce que justement ça vous a permis d'entrevoir d'autres choses? Oui, mes projets, c'est toujours dans la restauration. Aller faire goûter à tout le monde ce que je sais faire, ce que je fais par amour, par donner tout mon cœur dans la cuisine. Je suis toujours derrière le fourneau.
mon temps, ma passion, c'est derrière le fourneau. Quand je cuisine, un peu de chef dans votre sac à main, chef qui traîne. Je le tirerai, puisque c'est bientôt le tirerai. Du coup, je le tirerai dans mon sac si vous voulez. Dans votre sac à main, vous avez du tirerai? Ouais. Je sais pas si c'est pas vrai. Dans votre sac à main? C'est du gouache. Moi, elle est gourmande. Moi, j'ai ma fourchette dans mon sac à main. Je sais que c'est bientôt la fête des Thierry Tamharit, c'est pour ça que je te dis ça. Bon, je cuisine à tout. Et elle a un projet de food truck. Ouais, c'est ce que je veux savoir, mon food truck. Et mon food truck, je veux tout, c'est à tout. Sénégal, Côte d'Ivoire, tout. Même le sakasaka, quand je fais ça, une fois, je fais le sakasaka, j'ai ramené à mon travail. J'ai fait goûter mes mamans congolais qui sont là-bas et tout. Elles ont aimé. Et ils m'ont dit, mais c'est qui a fait ça? J'ai dit, ben c'est moi. Ils m'ont dit, ben non, c'est pas vrai. Ils m'ont dit, ben Mathie, tu sais cuisiner le sakasaka comme ça? Ben non, le hako. Le hako, oui, le hako. J'ai dit, ben ma belle-mère m'a appris, fait le hako, c'est les feuilles de manioc, les feuilles de patates, ils sont d'origine guinéenne. Du coup, moi, je touche à tout. J'ai fait quelque chose une fois, un ingrédient, une fois, c'est fini. C'est marqué sur ma tête. Bon, Kissina, t'as intérêt à me prévenir le jour où elle ouvre son food truck. Bien sûr. En tout cas, je serai là pour te prévenir. Qu'est-ce que tu as envie de dire? Qu'est-ce qu'on a oublié de dire? Je voudrais remercier toute mon équipe, en fait, parce que je suis pas seule derrière ce beau projet. Vraiment, il y a Semi, il y a Absa, il y a Rodrigue, il y a Katia, il y a du monde derrière, en fait. Et il y a tout ce monde-là. Je voudrais les remercier infiniment de se challenger au jour le jour pour pouvoir sortir un tel concours, une telle émission, parce que oui, ça va devenir une émission. On est en pourparlers avec certaines chaînes, donc voilà, on n'en dit pas plus. Oui, voilà. On lance l'appel aussi pour la 3e édition. Ouais. Voilà, les inscriptions sont ouvertes. Venez candidater, montrez-nous vos talents et soyez le cuisinier de demain. Le cuisinier de demain, en tout cas, le lauréat, on va savoir ça dans quelques jours, le 14. Le 14. Où est-ce que ça va être révélé? Sur les réseaux sociaux, sur l'Instagram de la Coupe d'Afrique des cuisines. Bon, moi, je suis derrière Mathie, je vais venir avec mon drapeau sénégalais et dire Mathie. Et le 21 juin, la rétrospective, on va dire, la projection de 2 épisodes de ce concours. Oui. Ça va vite, 14, 21, il y a beaucoup de travail. Oui, il y a beaucoup de travail derrière. C'est pour ça qu'on est au taquet, on ne dort pas. Ouais. Alors, ceux qui veulent venir à la projection, comment ça se passe? Alors, ils vont sur le site, soit sur le réseau social de la Coupe d'Afrique des cuisines, il y a le lien, ou soit sur le site du Cinéma des Arts. Donc, le Cinéma des Arts à Paris, dans le 6e. Saint-André-des-Arts, voilà. Et où je viens en salle, voilà, l'Instagram. Et ils auront le lien pour pouvoir participer à la projection cinématographique. C'est à quelle heure? C'est à 19h au Cinéma des Arts à Paris. J'espère que vous serez là. Gastronome amoureux des cuisines d'Afrique ou tout simplement curieux, soyez là, Cinéma Saint-André-des-Arts, c'est dans le 6e à Paris, 19h, samedi 21 juin, jour de la fête de la musique. Fêtez également l'arrivée de l'été. Venez pour cette projection où il y aurait également de la dégustation. Exactement. Venez nombreux. Alors, je vais laisser conclure l'une et l'autre. Mathie, qu'est-ce que vous avez envie de dire pour terminer? Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter de beau, de bien pour la suite? Je souhaite à tout le monde une bonne continuation. Chaque personne des candidats, c'est que leur projet, qu'ils avancent dans ça. Je souhaite à tout le monde à ça. Et je remercie Kissina et son équipe. Tout le monde était vraiment gentil, attentif, écouté à tout le monde. Franchement, je n'ai pas regretté d'avoir participé dans ce concours parce que ça m'a ouvert les yeux, ça m'a fait sauter des ponts, ce que j'avais en moi, difficulté, sortir, parler, tout ça là aujourd'hui. Même si ça non, mais là, c'est génial. Ouais, mais là, franchement, je remercie Kissina. Bravo, énormément. Elle et son équipe.
Alors, j'allais justement conclure en disant Kissina est un rayon de soleil. En plus, elle est habillée en jaune. Ça tombe très, très bien. Ah, merci. Merci pour tout le bonheur que tu apportes, Kissina. Ben, merci à toi. Merci parce que tu nous donnes l'opportunité de nous exprimer. Et ça, c'est royal. C'est vraiment sans mots, gratitude profonde. Et j'espère que l'Afrofood ira loin. L'Afrofood continuera à ouvrir des portes et nous emmener... parce que c'est notre identité, encore une fois, et on a besoin de se reconnaître dans un monde qui est tumultueux. La Coupe d'Afrique des cuisines sur les réseaux, elles sont partout. N'hésitez pas à les suivre. Merci beaucoup, Kissina. Merci Mathie également d'être venue. On croise les doigts pour vous. Merci. Et à très bientôt. La suite en musique avec Gims et Ninao, c'est le clip. Les matins d'Aïssa sur Espace. L'excellent Carloudi, le maestro avec scène régale, ça permet un peu d'illustrer le propos. Est-ce que ça nous a suscité de parler cette Coupe d'Afrique des cuisines? Rendez-vous donc le 21 juin du côté du cinéma Saint-André-des-Arts. C'est dans le 6e à Paris pour en savoir un petit peu plus sur le concours et vous plonger un petit peu dans toutes ces étapes du concours et savoir qui sera la grande gagnante. En tout cas, on croise les doigts pour Mathie. Allez, on va se quitter pour mieux se retrouver dès demain dans les matins d'Aïssa. Ça a été un vrai plaisir, un vrai régal même, je vais dire. Je vous souhaite une excellente journée. Merci de suivre les programmes d'Espace TV Europe. Merci de votre fidélité. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à demain. On se retrouve dès 10h pour de nouvelles aventures. Allez, à demain. Salut! Une nouvelle ère s'ouvre sur Espace TV Europe. Préparez-vous à réveiller vos matins avec énergie, bonne humeur et authenticité. Aïssa Thiam, l'animatrice de renom, retrouvez-la chaque matin pour une matinale exceptionnelle. Infos, débats, invités, musique et surprises au rendez-vous.